Mon père m'a humilié publiquement à sa fête de départ à la retraite parce que je n'étais qu'un simple travailleur manuel. Alors, j'ai fermé la porte et j'ai regardé leur monde s'effondrer lentement. Mon frère aîné, Joseph, âgé de 31 ans, était l'enfant prodige qui ne pouvait littéralement rien faire de mal, football universitaire, une bourse d'études, et un sourire qui faisait oublier à chaque professeur quand ses devoirs étaient en retard. Ma petite sœur, Amanda, âgée de 26 ans, était l'éternelle demoiselle en détresse, battant des cils pendant que tout le monde se précipitait pour résoudre ces problèmes qu'elle avait elle-même créés. Et puis il y avait moi, le couteau suisse humain qu'il ne reconnaissait que lorsque quelque chose avait besoin d'être réparé. Grandir dans cette maison, c'était comme être aux premières loges du spectacle de Joseph et Amanda, avec des pauses publicitaires qui consistaient en « Ryan, la porte du garage est encore coincée » ou « Ryan, peux-tu aider ta sœur avec son projet de science ?» J'ai passé mon enfance à regarder papa apprendre à Joseph comment lancer la spirale parfaite pendant que maman enregistrait le récital de danse d'Amanda avec une caméra que j'avais dû apprendre à programmer. Pendant ce temps, j'étais dans le garage à m'apprendre à reconstruire des carburateurs parce que personne n'avait le temps de me montrer. J'ai tout appris par moi-même, de la plomberie de base à l'électricité avancée, parce que personne ne prenait la peine de remarquer mon existence, sauf si quelque chose était cassé. Le jour de la remise des bulletins était toujours une parfaite illustration de ma place. Joseph ramenait des appartous et obtenait la dernière PlayStation. Amanda s'en sortait de justesse avec d'essais et était louée pour son esprit créatif qui n'est tout simplement pas adapté à l'éducation traditionnelle. Je ramenais un mélange de A et de B, et papa levait à peine les yeux de son journal pour grogner, peut mieux faire. Pas de dîner de célébration, pas de nouveaux jeux vidéo, juste une pause momentanée dans leur indifférence avant de retourner à leurs favoris habituels. Quand j'avais 10 ans, notre famille a gagné un concours à la radio pour un voyage à Disney. Maman a fait une grande annonce au dîner sur à quel point ce serait excitant, et j'ai passé des semaines à dessiner des montagnes russes et à parler de rencontrer Mickey. 2 jours avant notre départ, papa a mentionné nonchalamment que, malheureusement, il ne pouvait emmener que 2 enfants en raison de contraintes budgétaires. Devinez qui a été laissé derrière avec grand-mère. Pendant ce temps, les photos qu'ils ont postées montraient beaucoup de place dans cette suite d'hôtels. Joseph avait son propre lit queen size tandis qu'Amanda partageait celui de maman. Ils m'ont rapporté un porte-clés bon marché qui avait encore l'étiquette de prix à $4,99 dessus. À l'âge de 12 ans, je savais réarmer le disjoncteur, réparer des cloisons sèches et changer un broyeur d'évier parce que personne d'autre ne voulait s'en occuper. Si Joseph bouchait les toilettes, c'était moi qu'on blâmait. Si Amanda renversait du jus sur le routeur et coupait la Wii, on s'attendait à ce que je le répare, même si je n'étais pas à la maison quand c'est arrivé. Une fois, je suis rentré de l'école et le frigo ne fonctionnait pas. Maman m'a tendu un tournevis et a dit « Tu es doué pour ces choses. Débrouille-toi ». Je n'avais même pas encore atteint la puberté. Les week-ends n'étaient pas pour le sport ou les loisirs. Ils étaient pour aider papa à réparer des choses dans la maison, ce qui signifiait que je faisais le travail pendant qu'il s'asseyait sur le porche avec une bière et supervisait. Amanda avait des cours de danse et des leçons d'écriture. Joseph avait le football et la guitare. Moi, j'ai eu une boîte à outils. Quand j'ai finalement demandé si je pouvais rejoindre un club de robotique local, maman a dit que nous ne pouvions pas nous permettre les cotisations. La même semaine, Joseph a eu une batte et un gant tout neuf pour le baseball, et Amanda prenait des cours d'art pour s'exprimer. J'ai fini par construire des robots avec de la ferraille et regarder des tutoriels sur YouTube après que tout le monde soit allé se coucher. Mon 13e anniversaire est tombé le même week-end que le tournoi de football de Joseph à 3 états de distance. Ils n'ont même pas fait semblant qu'il y avait un choix à faire. Toute la célébration de mon anniversaire a consisté en un gâteau de supermarché qu'ils ont acheté en partant, me chantant joyeux anniversaire à 6 heures du matin alors que j'étais à moitié endormi, et mon père disant, il y a $20 sur le comptoir si tu veux commander une pizza, avant qu'il ne charge la voiture. Ils ont passé 4 jours à encourager Joseph pendant que je me faisais des dîners surgelés au micro-ondes, seul. Amanda a eu un week-end dans un ranch de chevaux pour son anniversaire cette même année. Le pire a été lorsque je me suis qualifié pour les finales d'état de l'Expo Science en 2e année de lycée. La compétition avait lieu un samedi après-midi, et j'étais vraiment excité quand mes parents ont dit qu'ils essaieraient de venir. Je n'arrêtais pas de les chercher dans le public pendant ma présentation. J'ai appris plus tard qu'ils avaient manqué l'événement pour assister à la répétition de théâtre communautaire d'Amanda, même pas une représentation, juste une répétition parce qu'elle devient nerveuse sans soutien. Mon projet a remporté la 2e place. La médaille est probablement encore quelque part dans un tiroir. Au lycée,
j'avais accepté mon rôle d'invisible qui existait en arrière-plan des photos de famille, quand il se souvenait de m'y inclure. Je suis devenu le gars à tout faire, du débouchage des toilettes au remplissage des déclarations d'impôts dont personne d'autre ne voulait s'occuper. Ryan s'en chargera est devenu la devise de la famille chaque fois que la vie devenait compliquée. Qu'il s'agisse d'un toit qui fuit ou de leur compte bancaire à découvert, on s'attendait toujours à ce que la boîte à outils familiale sur pattes ait le bon outil pour chaque situation. Le jour de ma remise de diplôme me fait encore mal quand j'y pense. Joseph avait reçu une BMW flambant neuve quand il a été diplômé. Il a besoin d'un moyen de transport fiable pour l'université. Amanda a eu plus tard un voyage de 2 semaines en Europe. C'est une âme d'artiste et elle a besoin d'expériences culturelles. Moi, j'ai eu une montre Walmart avec l'étiquette de prix à $24,99 encore partiellement visible sur la boîte et un fier de toi, mon grand sans conviction qui sonnait comme si papa parlait au fils d'un voisin qu'il reconnaissait vaguement. Cette nuit-là, en regardant cette montre bon marché, j'ai réalisé que personne ne viendrait me sauver de l'obscurité familiale. Si je voulais quelque chose dans la vie, je devrais le construire de mes propres mains. Après le lycée, je me suis lancé directement dans la construction pendant que Joseph partait pour sa prestigieuse université, et Amanda commençait son parcours pour se trouver sur la carte de crédit de mes parents. J'ai travaillé d'arrache-pied, apprenant tous les métiers que je pouvais, charpente, électricité, plomberie, maçonnerie, et j'en passe. Je travaillais 60 heures par semaine tout en vivant dans un appartement si petit que je pouvais toucher les 2 murs en allant aux toilettes. J'ai passé 5 ans à manger de la nourriture au micro-ondes et des sandwichs au beurre de cacahuètes, économisant chaque centime pendant que mes frères et sœurs postaient des photos Instagram de leurs vacances de printemps et des dîners de famille auxquels je n'étais pas invité. Oh, c'était à la dernière minute, Ryan, et tu sais à quel point tu es occupé avec le travail. La 3e année, j'ai décroché ce que je pensais être ma grande chance, une rénovation de salle de bain à $12 000 pour un avocat dans le quartier chic de la ville. J'ai passé 3 semaines à démolir son ancienne salle de bain, à poser une nouvelle plomberie, à careler, à installer les équipements. J'ai tout fait dans les règles de l'art, obtenu tous les permis, et même terminé avec 2 jours d'avance. Puis vient le moment d'encaisser le paiement final, et soudain le gars m'ignore complètement, il ne répond pas aux appels, laisse des messages vagues avec sa secrétaire. Quand je l'ai finalement coincé dans son allée, il m'a donné un chèque pour la moitié du solde restant, a dit qu'il y avait des problèmes avec l'alignement du carrelage, il n'y en avait pas, et a menacé de me poursuivre en justice si je continuais à le harceler. Cela m'a coûté près de $4 000 de ma poche pour des matériaux que j'avais déjà payés et a retardé mon plan d'affaires de 6 mois. 6 ans à trimer, à économiser et à apprendre, et j'ai finalement réussi à rassembler assez d'argent pour démarrer ma propre entreprise de BTP. Pas de prêts familiaux, pas de caution parentale, pas de filet de sécurité, juste des mains calleuses et un camion d'occasion avec 180 000 miles au compteur. Les 2 premières années ont été brutales, accepter des chantiers dont personne ne voulait, soumissionner plus bas juste pour avoir du travail, traiter avec des clients qui essayaient de m'arnaquer parce que j'avais l'air jeune. Mais j'ai persisté, pendant que Joseph, le garçon en or, passait d'un emploi d'entreprise à l'autre dont il se faisait virer, et Amanda, la princesse, enchaînait les petits amis qui soutenaient sa carrière artistique. Il y a eu une période où les choses ont vraiment mal tourné. Mon camion est tombé en panne, mes outils ont été volés sur un chantier, et l'appartement que je louais s'est avéré avoir de la moisissure noire. Je n'avais ni moyen de transport ni endroit où dormir. J'ai appelé mes parents, pas pour de l'argent, juste pour savoir si je pouvais rester 1 semaine, peut-être 2, le temps de m'organiser. Maman a dit qu'Amanda venait de revenir s'installer pour un petit moment, et qu'il ne voulait pas surcharger l'espace. Papa a ajouté que je m'en sortirais parce que j'étais toujours si indépendant. J'ai fini par dormir à l'arrière de mon camion en panne sur le parking d'un magasin de bricolage. Quand j'ai finalement réussi à rassembler assez d'argent pour me remettre sur pied, personne n'a demandé comment. Je suis arrivé au dîner du dimanche 2 semaines plus tard, même heure que d'habitude, même routine. Amanda se plaignait que ses cristaux ne se chargeaient pas bien à la fenêtre, et Joseph se vantait de son nouveau travail comme s'il n'avait pas été viré des 3 précédents. J'ai mentionné que mon camion fonctionnait enfin à nouveau, et maman a souri comme si elle était fière. Tu vois, nous savions que tu t'en sortirais, a-t-elle dit, comme si cela comptait pour quelque chose. Puis est arrivé le chantier qui a finalement tout changé, la rénovation d'un petit cabinet dentaire. Rien d'extraordinaire, juste la modernisation de la salle d'attente et de 2 salles d'examen. J'ai travaillé comme un forcené, veillant 3 nuits d'affilée pour finir à temps. Quand j'ai rendu les clés au propriétaire, il a fait le tour, a tout inspecté,
puis m'a serré la main et a dit, le meilleur entrepreneur avec qui j'ai jamais travaillé. Propre, ponctuel, et un travail de qualité. Il a payé la facture finale sur le champ, puis m'a donné une pile de ses cartes de visite et a dit qu'il me recommanderait à tous les médecins qu'il connaissait. Ce soir-là, je suis allé dîner chez mes parents, la première fois en des mois que je ne travaillais pas tard. Je pensais que je pourrais peut-être partager de bonnes nouvelles pour une fois. Maman était occupée à s'extasier sur les photos de la nouvelle voiture de fonction de Joseph. Papa aidait Amanda à postuler pour une bourse d'art qu'elle n'utiliserait jamais. Quand il y a eu enfin une accalmie, j'ai mentionné mon projet terminé et les recommandations. Amanda a levé les yeux de son ordinateur portable et a dit, « C'est mignon, Ryan. Jouer avec des outils toute la journée. » Bref, papa, à propos de cette question sur le formulaire. Personne n'a même demandé ce qu'était le chantier ou combien j'avais gagné. Ils sont juste passés à autre chose comme si j'avais parlé de la météo. Pendant ce temps, mon statut de boîte à outils familiale n'a jamais changé. Au contraire, il s'est intensifié. Le toit de papa fuit. Ryan, quand peux-tu passer? La voiture de maman fait ce bruit? Ryan, nous ne faisons pas confiance à ces mécaniciens. Peux-tu y jeter un œil? Amanda a besoin de faire repeindre son appartement parce qu'elle est allergique à la couleur? Ryan, tu sais que les vapeurs de peinture lui donnent le vertige. La nouvelle maison de luxe de Joseph a besoin d'une terrasse? Ryan, les entrepreneurs facturent beaucoup trop cher de nos jours, et la famille s'entraide. Et la saignée financière était constante. Quand Joseph a foiré son premier vrai travail parce qu'il ne daignait pas se présenter à l'heure, devinez qui a couvert son loyer pendant 3 mois. Quand Amanda est tombée enceinte d'un barman qui a disparu plus vite qu'une bière gratuite à une fête de fraternité, devinez qui a payé ses frais médicaux. Quand mes parents ont pris du retard sur leur hypothèque pendant la Covid parce qu'ils avaient refinancé pour payer le MBA de Joseph et la retraite de bien-être d'Amanda, devinez qui est intervenu et a payé 1 500 $ par mois pendant près de 2 ans. Le garçon à la boîte à outils. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était normal, que la famille signifiait le sacrifice. Mais c'était toujours mon sacrifice, mon temps, mon argent. La balance n'était pas seulement déséquilibrée, elle était irréparablement cassée, et j'étais trop plongé dans le brouillard familial pour le voir. Alors, voici où la goutte d'eau a fait déborder le vase. Quand mon vieux a eu 65 ans au printemps dernier, il prenait enfin sa retraite après 4 décennies à l'usine de fabrication. J'ai appelé ma mère pour demander ce qui était prévu pour la célébration, pensant que peut-être, juste peut-être, ce serait ma chance de faire quelque chose de significatif pour lui. Elle m'a dit qu'il faisait juste un petit truc à la salle des anciens combattants avec quelques collègues de travail et qu'il ferait un dîner de famille une autre fois. Quand j'ai proposé d'aider à installer ou d'apporter de la nourriture, elle m'a repoussé d'un ton sec, on s'en occupe, Ryan. Ne t'en fais pas. J'ai donc respecté leurs souhaits et me suis concentré sur ce que je pensais être le cadeau parfait. Le vieux avait cette Mustang de 68 qui pourrissait dans leur garage depuis 20 ans, parlant toujours de la restaurer un jour, mais n'ayant jamais le temps ni l'argent. J'avais secrètement accumulé des pièces pendant 2 ans, cherchant dans les casses et les forums en ligne les pièces exactes. J'avais organisé son remorquage jusqu'à mon atelier la semaine après sa retraite pour que nous puissions y travailler ensemble, peut-être enfin avoir un vrai moment père-fils qui n'impliquait pas que je répare ses erreurs. J'avais aussi versé un acompte de 20 000 $ sur un nouveau VUS pour eux. Leur minivan tenait avec du ruban adhésif et des prières à ce stade, crachant de la fumée bleue et faisant des bruits de baleines mourantes. Je me suis dit qu'ils auraient besoin de quelque chose de fiable pour tous ces voyages en voiture de retraités dont ils parlaient toujours. Cela mettait mon budget à rude épreuve, mais que diable? C'étaient mes parents, n'est-ce pas? Le vendredi de sa retraite, je revenais d'un chantier quand j'ai décidé de passer par la salle des anciens combattants. Peut-être que je pourrais assister à la fin de son petit rassemblement et le féliciter en personne. C'est là que je l'ai vu. Le parking n'était pas seulement plein, il débordait. Les voitures étaient alignées le long de la rue. D'immenses bannières joyeuses retraite, Franck, s'étendaient à l'entrée. Des camions de traiteurs, des arches de ballons, tout le tralala. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, confus. Peut-être que son travail avait mis le paquet. Mais ensuite, j'ai commencé à reconnaître des véhicules. Le VUS de ma tante avec les autocollants de famille en bâton. Le F-150 de mon cousin avec la suspension surélevée. La Buick de mon oncle avec les plaques de vétérans du Vietnam. La BMW de Joseph, garée juste à côté de la porte dans ce qui était probablement une zone de stationnement interdit.
La Jeep d'Amanda avec l'autocollant Maman bénie. Ce n'était pas un petit rassemblement de travail. C'était une véritable fête de retraite avec toute la famille élargie. Et je n'en avais pas entendu un mot. Je suis resté assis là pendant près d'une demi-heure, à regarder les gens arriver avec des cadeaux, riant, serrant mon père dans leurs bras comme s'il était un héros de guerre de retour au pays. À travers les fenêtres, je pouvais voir des décorations professionnelles, une immense table à gâteaux, et un diaporama projeté sur le mur. D'après ce que je pouvais distinguer, c'était une célébration chronologique de la vie de mon père, beaucoup de Joseph marquant des touchdowns, Amanda en costume de danse, des vacances en famille auxquelles je n'avais jamais participé parce qu'on avait le besoin de moi à la maison ou qu'on me disait, nous ne pouvions pas nous permettre que tout le monde y aille. Puis mon oncle est arrivé après environ 20 minutes. Il vit en Arizona maintenant, il a déménagé là-bas il y a 5 ans pour sa BPCO. Nous nous envoyons des textos tous les quelques mois à propos de projets de restauration. C'est lui qui m'a appris à faire une vidange quand j'avais 12 ans. Il a dû prendre l'avion spécialement pour ça, arrivant en boitant avec sa bouteille d'oxygène, se déplaçant lentement mais avec détermination. Pas question qu'il traverse le pays en avion pour un petit truc de travail. C'était planifié des semaines, peut-être des mois, à l'avance. Juste au moment où j'allais partir, j'ai aussi repéré mon cousin. Je ne l'ai pas vu depuis son mariage il y a 3 ans. Le comble ? Il m'a appelé la semaine dernière pour installer des armoires dans sa nouvelle maison. Nous avons discuté pendant 20 minutes de son travail et du bébé à venir. Pas un mot sur le fait de prendre l'avion pour une fête de retraite. Ils savaient. Ils savaient tous. Ce n'était pas un oubli ou un malentendu. C'était délibéré. Je n'ai pas fait de scène. Je ne suis pas entré en trompe pour exiger des explications. Je suis juste resté assis dans mon camion, quelque chose de froid et de lourd s'installant dans mon ventre alors que j'admettais enfin ce que je niais depuis des années. Je ne faisais pas partie de cette famille. Pas vraiment. J'étais l'homme d'entretien qui partageait leur ADN par hasard. Cette nuit-là, j'étais assis dans mon garage à regarder toutes ces pièces de Mustang que j'avais collectionnées quand mon téléphone a vibré. Un texto de Joseph qui ne m'était clairement pas destiné, crise évitée. Il n'est pas venu. Je t'avais dit qu'il ne remarquerait rien. MDR. 3 secondes plus tard, il a supprimé le message et a envoyé « Merde, mauvaise personne. » Ignore ça. Je suis resté là à regarder ces mots. Il n'avait pas oublié de m'inviter. Il m'avait délibérément exclu, et mon frère trouvait ça drôle. J'ai répondu par texto « De quoi tu parles ?» Sa réponse a mis 4 minutes à arriver. Rien, mec. Juste des trucs de boulot. Je n'allais pas laisser passer ça. Ne me mens pas. Tu parlais de la fête de retraite de papa, n'est-ce pas? Une autre longue pause avant, écoute, mec, ce n'était pas personnel. Papa était stressé d'avoir trop de monde. Il voulait rester tranquille avec des gens avec qui il s'entend bien. Des gens avec qui il s'entend bien? Toute la famille était là. Ne le prends pas personnellement, frérot. Tu es juste différent. Toutes tes histoires d'entrepreneurs. Papa voulait se détendre avec des gens qui le comprennent. Tu sais à quel point tu le mets mal à l'aise avec toutes tes conversations de travailleurs manuels. En plus, tu es toujours occupé, donc ce n'était pas la peine. Mais l'histoire d'entrepreneurs et les compétences qui maintenaient leur maison debout, l'entreprise que j'ai bâtie à partir de rien pendant qu'il échouait vers le haut à travers une série d'emplois que ses copains d'université lui avaient dégotés. Les conversations de travailleurs manuels qui ne dérangeaient manifestement pas mon père quand il avait besoin d'une nouvelle terrasse ou de faire réparer sa voiture. Je n'ai pas pris la peine de répondre, j'ai juste éteint mon téléphone, je suis allé dans mon bureau à la maison et j'ai annulé la commande du VUS. Le concessionnaire était confus. Mais vous étiez si excité de leur faire la surprise, a-t-il dit. J'ai juste répondu que les plans avaient changé. Le lendemain, j'ai mis toutes ces pièces de Mustang sur Craigslist et j'ai vidé mon garage avant le coucher du soleil. Les appels ont commencé presque immédiatement. Maman envoyant un texto à propos du dîner du dimanche comme si de rien n'était. Papa appelant pour demander quand je pourrais regarder leur chauffe-eau. Joseph agissant comme si le texto n'était pas grave. Amanda envoyant des photos de mon neveu avec des légendes comme Oncle Ryan nous manque, généralement suivies de demandes de babysitting ou d'argent pour une urgence. 3 jours après le début de mon silence, Joseph a envoyé un texto demandant si je pouvais juste vite fait de co-signer un bail pour un nouvel appartement, car son crédit était fichu à cause de ce malentendu avec son dernier propriétaire. Pas de bonjour,
pas de reconnaissance de la situation de la fête de retraite. Juste une demande désinvolte de mettre ma cote de crédit en jeu pour son cul irresponsable. Je n'ai même pas ouvert le message, j'ai juste regardé l'aperçu clignoter sur mon écran avant de le balayer. Un jour plus tard, Amanda a envoyé un texto disant qu'elle avait besoin de $400 pour l'essence pour se rendre à une retraite de yoga à Sedona qui allait totalement aligner ses chakras et l'aider à devenir une meilleure mère. Elle a ajouté que je devais répondre au plus vite car la réduction pour inscription anticipée se terminait ce soir-là. Elle n'a pas pris la peine de demander comment j'allais ni de mentionner la fête de papa. Maman a appelé 2 fois ce week-end à propos de sa tablette qui ne fonctionnait pas correctement. Elle avait besoin qu'on la répare d'urgence avant sa soirée de bingo virtuel avec les dames de l'église. Elle a laissé un message vocal expliquant en détail comment l'écran se figeait quand elle essayait d'ouvrir Facebook, mais sans jamais demander comment j'allais ou pourquoi je ne répondais pas à leurs messages. Juste un support technique attendu sur demande, comme toujours. Papa a fait monter les enchères avec un texto sur la tondeuse à gazon qui était cassée et comment l'herbe devenait embarrassante, joignant une photo de leur pelouse à peine envahie avec une légende culpabilisante, les voisins vont penser qu'on a laissé la maison à l'abandon. Comme si je devais tout laisser tomber pour me précipiter et les sauver de l'horreur d'une herbe légèrement haute. La demande la plus absurde est venue de Joseph la 4e semaine, un texto désinvolte demandant si je pouvais reconstruire la terrasse de sa nouvelle maison pendant le week-end parce qu'il organisait un barbecue pour son patron le lundi. Il a inclus les mesures et un lien Pinterest vers le design qu'il voulait, comme s'il commandait sur un catalogue. Aucune mention de paiement, juste l'attente d'un travail qualifié et gratuit avec pratiquement aucun préavis. J'ai presque ri de son audace. Je n'ai répondu à rien de tout cela. Je me suis juste concentré sur mon entreprise, soumissionnant pour de plus gros projets commerciaux que j'avais été trop occupé à poursuivre à cause des obligations familiales. Sans que mes week-ends soient aspirés par leurs urgences constantes et mon compte en banque vidé par leur incompétence financière, j'avais soudain du temps et du capital. J'ai embauché 3 gars de plus et acheté un 2e camion. La première semaine de silence s'est transformée en 2e, puis en 3e. Les messages sont devenus plus désespérés, plus manipulateurs. Maman a affirmé que la tension artérielle de mon père était au plafond à cause de mon comportement. Papa a envoyé un texto sur le fait qu'après tout ce qu'ils avaient fait pour moi, c'était comme ça que je les remerciais. Joseph s'est plaint que maman pleurait tous les soirs à cause de moi. Amanda a insisté sur le fait que son fils demandait sans cesse son oncle et qu'elle ne savait pas quoi lui dire. Quand les tentatives de culpabilisation directe ont échoué, ils ont recruté la famille élargie. Tante, oncle et cousins à qui je parlais à peine avaient soudain des opinions très arrêtées sur la façon dont je devais respecter mes parents. Ma grand-mère, qui ne m'avait pas appelé pour mon anniversaire depuis une décennie, a soudainement trouvé mon numéro pour me dire que la famille, c'est tout. Le pasteur de la famille, qui ne m'aurait pas reconnu dans un alignement de suspects, m'a contacté pour guérir les liens brisés. Je les ai tous bloqués, un par un, comme on coupe les branches mortes d'un arbre. Puis sont venues les urgences. Soudain, tout le monde avait désespérément besoin de quelque chose. La voiture de maman est tombée en panne dans un mauvais quartier. Le dos de papa s'est bloqué et il ne pouvait pas se permettre le ticket modérateur. Joseph était menacé d'expulsion à cause d'erreurs comptables au travail. Le fils d'Amanda avait un vague problème médical qui nécessitait de l'argent immédiatement. Le comble de leurs exigences démesurées est venu lorsque maman m'a envoyé par courriel une liste de courses complète pour le dîner de Thanksgiving avec des instructions détaillées sur les plats que je devais préparer et apporter, comme si nous étions en termes parfaitement normaux. Le courriel se terminait par une note disant que je devais aussi apporter les belles chaises pliantes de ma propriété locative, car ils avaient quelques personnes supplémentaires cette année. Aucune reconnaissance de notre brouille, aucune excuse, pas même une question pour savoir si je serais présent, juste des ordres de marche pour le serviteur de la famille. Il y a des années, ces messages m'auraient fait courir à la rescousse, portefeuille ouvert, outils à la main. Maintenant, je les ai juste archivés sans réponse. Leurs urgences n'étaient plus mes urgences. Leur mauvaise planification n'était plus ma crise à résoudre. Un mois après le début de mon silence, ma mère s'est présentée sur un chantier. J'étais sur un toit quand mon contremaître m'a appelé pour me dire qu'une dame prétendant être ma mère me demandait. J'ai baissé les yeux pour la voir debout près de sa voiture, les bras croisés, le visage figé dans cette expression de souffrance martyrisée qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Je suis descendu de l'échelle, casque de sécurité toujours sur la tête, ceinture à outils autour de la taille. Elle s'est lancée dans un discours bien rodé sur l'ingratitude et la loyauté familiale, sur ses nuits blanches et la santé déclinante de mon père,
sur le fait qu'il m'avait tout donné et ne pouvait pas comprendre ma cruauté soudaine. J'ai attendu qu'elle soit à bout de souffle avant de lui demander simplement s'il y avait quelque chose qu'elle avait besoin de faire réparer. Son discours rôdait à vaciller alors qu'elle essayait de pivoter. J'ai souligné qu'elle ne me contactait que lorsque quelque chose était cassé ou qu'ils avaient besoin d'argent et j'ai demandé ce que c'était cette fois. Elle a protesté, insistant sur le fait que nous étions une famille. Je l'ai corrigé, ils étaient une famille, et j'étais juste le gars qu'ils appelaient quand l'évier fuyait. Elle a changé de tactique, les larmes montant aux yeux sur commande, une manœuvre que je l'avais vue utiliser d'innombrables fois sur mon père. Elle a commencé à divaguer sur tous les soi-disant sacrifices qu'ils avaient faits pour moi. J'ai ri et je l'ai mise au défi de nommer un seul sacrifice qu'elle avait fait pour moi une seule fois où elle m'avait fait passer avant Joseph ou Amanda. Elle a ouvert la bouche plusieurs fois sans trouver de réponse. Quand elle a réalisé que ses tactiques habituelles ne fonctionnaient pas, elle a finalement révélé la vraie raison de sa visite. Leur chauffe-eau avait éclaté. Il y avait de l'eau partout, et mon père ne pouvait pas se permettre un plombier. Joseph avait refusé d'aider, prétextant que l'argent était rare. Bien sûr. Pas d'inquiétude pour moi, pas de remords de m'avoir exclu, juste un autre travail pour la boîte à outils familiale. Je lui ai simplement dit que Home Depot vend des chauffe-eau et que les instructions d'installation sont sur YouTube. Puis je suis remonté sur le toit et je me suis remis au travail. Alors qu'elle s'éloignait en voiture, je n'ai ressenti que de la paix, comme si j'avais enfin déposé un lourd fardeau que j'avais porté toute ma vie. 6 mois ont passé. Mon entreprise a prospéré sans le fardeau constant des urgences familiales. Je suis passé à 12 employés et j'ai acheté de nouveaux équipements au lieu de les louer. J'ai décroché notre premier contrat gouvernemental. Je me suis acheté un nouveau camion juste parce que j'en avais envie, pas parce que l'ancien était mort. J'ai commencé à sortir avec une architecte que j'ai rencontrée par le travail, Megan, 28 ans, une femme intelligente et autonome qui ne m'envoyait pas de texto à 2 heures du matin pour des crises qui auraient pu être évitées avec une planification d'adulte de base. J'avais encore des nouvelles occasionnelles par des connaissances communes. La femme de Joseph l'avait quitté, apparemment fatiguée de son comportement d'homme-enfant. Amanda était retournée vivre chez mes parents parce que son dernier petit ami l'avait mise à la porte. Leur maison tombait en ruine sans leur bricoleur fiable. Un jeudi pluvieux, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. C'était Amanda. Le toit fuit grave. Genre, vraiment grave. Le plafond de maman et papa pourrait s'effondrer. Joseph dit qu'il ne peut pas aider à cause de sa bataille pour la garde des enfants. J'aiderais bien, mais je suis fauché. Je sais que tu es en colère, mais s'il te plaît, ils utilisent des seaux et des serviettes partout. Tu ignores ta famille pour une seule fête idiote. Tu ne vois pas à quel point tu es ridiculement con? Je n'ai pas répondu. Le lendemain soir, mon téléphone professionnel a sonné, le numéro que je garde public pour les affaires. C'était mon père. Ryan, dit-il sans saluer. Le toit est fichu. De l'eau partout. Joseph ne veut pas aider et il prétend être fauché à cause de ses frais de justice tout en postant des photos de la plage. Amanda ne sert à rien. Les devis des couvreurs sont plus élevés que ce que nous pouvons nous permettre avec ma pension. Je suis resté silencieux, attendant. Pour la première fois de ma vie, j'ai refusé de me précipiter avec des solutions. Après une pause inconfortable, son ton a changé. Écoute, je sais que les choses n'ont pas été géniales entre nous, mais nous avons besoin d'aide. Une vraie aide. Ça a l'air dur, ai-je finalement répondu d'un ton neutre. Il a explosé, a commencé à m'insulter. Tu es sérieux? Ça a l'air dur? C'est tout? Arrête d'être un tel. Puis il a commencé à fulminer sur le fait qu'ils pourraient perdre leur maison. J'ai souligné qu'ils auraient dû penser à l'entretien du toit avant de dépenser pour cette grande fête de retraite. Quand il m'a demandé comment je le savais, j'ai expliqué que j'étais passé en voiture et que j'avais vu tout le monde faire la fête sans moi. Ce n'était pas mon idée. Son ton a changé très vite. Ta mère et Joseph pensaient. Je l'ai interrompu. Joseph m'a envoyé un texto par erreur. Il a dit que tu ne voulais pas de moi là-bas. Il a dit que je gâcherais l'ambiance avec mes conversations d'entrepreneur. Après un long silence, il a finalement admis la vérité. J'avais honte. Tous les amis médecins et avocats de Joseph étaient là. Le milieu artistique d'Amanda, les cadres, et tu es tellement, toi. Je voulais juste une journée où je ne me sentirais pas comme l'ouvrier d'usine que j'ai toujours été. Voilà. La confirmation que j'étais une source d'embarras pour eux.
Un rappel des racines ouvrières qu'ils voulaient désespérément fuir. Joseph et Amanda étaient leur chance d'ascension sociale, j'étais l'encre qui les ramenait à la réalité. Je lui ai donné les coordonnées de mon sous-traitant pour les réparations du toit. Il fait du bon travail à des prix justes. Dis-lui que tu as un revenu fixe, il pourrait peut-être mettre en place un plan de paiement. Quand il a protesté qu'il ne pouvait pas se le permettre, j'ai simplement dit, ce n'est plus mon problème. Puis j'ai raccroché et j'ai de nouveau bloqué son numéro. Il avait honte du fils qui s'était démené pour plaire à sa famille. Très bien. Ce jour-là, j'ai décidé de les exclure de ma vie pour toujours. Certains pourraient penser que j'ai surréagi, mais non. Quand on se fait manquer de respect et exclure par sa propre famille, ça fait mal. C'est difficile de pardonner. Le lendemain matin, j'étais sur le site de notre plus grand projet commercial quand mon téléphone a sonné. C'était le promoteur immobilier, un homme plus âgé qui avait bâti son entreprise à partir de rien, tout comme moi. Ryan, je viens de visiter le site avec mes investisseurs, dit-il. Je voulais que tu saches qu'ils ont été époustouflés par la qualité et par le fait que tu es en avance sur le calendrier. Personne ne livre comme ça de nos jours. Je l'ai remercié, essayant de rester cool, quand il a ajouté, mon fils lance un restaurant et a besoin de travaux de rénovation. Je te l'envoie. Il m'a dit, tu es le seul entrepreneur en qui j'ai confiance. Plus tard dans la journée, mon contremaître m'a surpris en train de regarder les plans de notre prochain projet. Il était avec moi depuis les débuts, il avait vu tout le drame familial de loin. Il a jeté un œil au plan, puis au chantier animé qui nous entourait. Tu sais, dit-il en hochant la tête vers les équipes qui travaillaient efficacement sur le terrain. Tu as construit quelque chose de réel ici, mec. Pas seulement des bâtiments et une réputation, une équipe, des gens qui veulent vraiment travailler pour toi parce que tu les traites bien. Il a fait une pause, ajustant son casque. C'est rare. Ça signifie quelque chose. Un mois après l'appel pour le toit avec mon père, j'ai finalement rencontré les parents de ma petite amie Megan quand ils sont venus en ville pour leur anniversaire. Nous sortions ensemble depuis environ 4 mois à ce moment-là, et j'étais super nerveux, je ne vais pas mentir. Je m'attendais à un certain jugement après une vie entière de cela de la part de ma propre famille. Megan avait réservé dans ce bon restaurant de grillades en ville. Je suis arrivé avec ma seule chemise à boutons décente et la paire de jeans non professionnels que je garde pour les réunions avec les clients. Son père est directeur d'ingénierie. Quand je suis entré, son père s'est levé, m'a donné une poignée de main ferme et a immédiatement commencé à me poser des questions sur mes projets actuels. Pas d'une manière fausse, du genre laissez-moi faire semblant d'être intéressé, mais avec de vraies questions techniques qui montraient qu'il avait écouté quand Megan lui avait parlé de mon travail. Il avait lui-même fait des travaux de rénovation à l'époque avant de passer à la direction, et nous avons fini par passer une demi-heure à parler de murs porteurs et de cauchemars de permis. Je dois dire, Ryan, je suis impressionné. Bâtir une entreprise prospère à partir de rien de nos jours, ça demande un vrai courage et un vrai savoir-faire. La plupart des gars de ton âge cherchent encore ce qu'ils veulent faire de leur vie, a-t-il dit. Sa mère m'a posé des questions sur mon modèle d'affaires, comment je gérais mes employés, mon plan quinquennal, de vraies questions qui montraient du respect pour ce que j'avais construit, pas de la condescendance. Pas une seule fois ils ne m'ont fait sentir que mon travail était en quelque sorte embarrassant. Quand j'ai mentionné mon expansion dans l'immobilier commercial, le père de Megan a sorti son téléphone et m'a montré un bâtiment que son entreprise envisageait de rénover. J'adorerais avoir ton avis professionnel pour savoir si le prix demandé a du sens compte tenu de ce qu'ils devront y investir, a-t-il dit. Après le dîner, quand Megan est allée aux toilettes, sa mère s'est penchée et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Notre Megan est sortie avec de sacrés numéros. Des gars qui avaient de grands discours mais qui ne savaient pas changer une ampoule ou gérer leurs propres finances. C'est rafraîchissant de la voir avec quelqu'un qui construit vraiment des choses et prend ses responsabilités au sérieux. Le contraste avec ma propre famille n'aurait pas pu être plus évident. Ces parfaits étrangers m'ont montré plus de respect professionnel en un seul dîner que mes parents ne l'avaient fait dans toute ma vie. Le père de ma petite amie était un homme instruit et qui avait réussi et exactement le genre de personne que mon père pensait qui mépriserait mes conversations de travailleurs manuels. Et il était sincèrement impressionné par mon travail. C'est drôle comme l'univers fonctionne parfois. On passe des décennies à essayer de gagner le respect de gens qui ne le donneront jamais, puis on le trouve soudainement là où on ne le cherchait même pas. Je ne sais pas ce qui est arrivé à leur toit ou à ce qu'ils avaient besoin de faire réparer. Je ne sais pas si Joseph a finalement pris ses responsabilités, ou s'ils ont trouvé l'argent d'une manière ou d'une autre, ou s'ils vivent toujours avec des seaux qui recueillent la pluie.
plus mon cirque. Plus mes singes. Apparemment, je gâchais l'ambiance avec mes conversations d'entrepreneurs. Alors, je les ai laissés vibrer avec un toit qui fuit. Ce que je sais, c'est que mon entreprise vient de signer le plus gros contrat de son histoire. Et pour la première fois de ma vie, je ne redoute pas le son de mon téléphone qui sonne, me demandant quelle crise je vais devoir résoudre aujourd'hui. Parfois, l'outil le plus important dans votre ceinture est la capacité de s'en aller.